Salut à tous, je vous retrouve pour une vidéo assez particulière puisque sur celle-ci, je vais revenir sur tout le parcours que j'ai eu pour un projet qui s'appelle le projet Matrice, un projet qui était très important que j'ai commencé au tout début de l'année 2021. Voilà, il y a pas mal de choses à raconter dessus et là je vais vous dire pourquoi ce projet est désormais mort, enterré, avorté. on a un peu l'idée. Oh bah non, zut, il est mort. Je me suis entouré là du coup avec les deux personnes avec qui j'avais bossé sur ce projet, Rémi et Julien, qui vont intervenir en fait à plusieurs moments dans la vidéo. Salut les gars. Salut. Salut, salut. Yes, de la vie. Bon, là vous voyez pas encore leur tête, mais vous allez rapidement les découvrir au moment où je vous parlerai de comment je les ai embauchés. Alors faut savoir que ce projet Matrice, il a débuté dans ma tête à peu près 6 mois avant de recruter Rémi et Julien. À ce moment-là, on était en plein confinement, les projets tournaient au ralenti, j'avais besoin de lancer une nouvelle chose, quelque chose de stimulant sur lequel on pouvait créer, où on pouvait apprendre des choses. Et donc du coup, rapidement en fait, c'était le projet Matrice qui était apparu comme une évidence dans ma tête. Et durant 6 mois, je me suis mis à réfléchir à ce projet, j'ai créé des documents, je me suis documenté. Je pensais avoir bien fait les choses et avoir prévu le maximum, mais en réalité, je m'étais lourdement trompé. Mais ça, on va le découvrir du coup dans ce qui va suivre, hein, bien sûr. Bref, du coup, je me documente, je fais tous les trucs, et puis début janvier, et c'est là où déjà ça part mal, j'annonce à mon équipe, du coup, on faisait une réunion de début d'année, voilà, je leur disais, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour tel projet, là, la chaîne, comment elle va, etc. Et du coup, je terminais par le fait que, voilà, j'ai une dernière petite surprise à vous annoncer. Voilà, le projet Matrice va commencer. Alors, le projet Matrice, initialement, ce n'était pas lié à Minecraft. En fait, c'était un mélange entre les Lego et Ikea. C'est-à-dire que l'idée, le but vraiment, c'était de pouvoir créer des meubles très facilement, très simplement. Un peu comme quand vous construisez des trucs avec des caplas ou avec des Lego, vous mettez les briques les unes sur les autres et puis paf, et bien ça fait des meubles. Dans mon idéal, vous pouviez faire des chaises, des tables, des étagères. Moi, l'idée, c'était de rendre tellement versatile l'objet qu'on pouvait presque tout faire, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. L'idée, c'était d'avoir presque que comme des petites briques élémentaires. On les emboîtait les unes sur les autres. Après, c'était pas forcément que des briques, vous voyez, mais un peu comme les Lego, des briques plus ou moins grandes. Et en les emboîtant, en mettant parfois des petits trucs pour les solidifier, et bien, on pouvait créer un peu tous les objets. Après, on mettait des textures dessus, par exemple, pour habiller. Un peu comme quand vous avez un squelette pour un être humain, un être vivant, et après, vous mettez la peau et tous les vêtements. Voilà. Et du coup, j'avais réfléchi longuement à cette chose et j'avais pas mal de pistes sur lesquelles on pouvait travailler. Et donc, du coup, j'ai annoncé tout ça à mon équipe début janvier. Je m'y attendais pas, mais c'est là où déjà il y avait eu une certaine perplexité. Donc l'accueil était plutôt froid. Ils comprenaient pas trop en fait quel était le but. Ils étaient pas sûrs que ça allait marcher. Voilà, c'était un peu le dawa, on va dire. Et du coup, j'ai essayé de les rassurer comme j'ai pu, mais en réalité, le projet devait continuer à avancer. Et donc du coup, je leur disais qu'il allait y avoir prochainement 2 ou 3 personnes qui allaient rejoindre le projet justement pour avancer concrètement dessus. Et en réalité, c'était quand même important d'avoir ces personnes-là. Et en l'occurrence, il s'agit de Rémi et Julien, qui effectivement m'ont rejoint 1 mois ou 2 mois plus tard. Mais avant d'en arriver là, en fait, il y a eu tout un process de recrutement. Donc voilà, en fait, du coup, il y avait pas mal de profils intéressants et variés. C'était un système d'entonnoir dans le recrutement. Mais si ça vous intéresse, il y a un vlog qui est sorti justement qui explique comment j'avais recruté, par exemple, ma responsable du bonheur. Donc, allez checker le vlog en question, vous en saurez un peu plus. Donc voilà, un système d'entonnoir où il y avait plein d'éliminations quand la personne ne donnait pas la bonne réponse, machin, etc. pour pouvoir trier un peu tout ça. Et donc, au final, eh bien du coup, j'ai fait un entretien à distance dans un premier temps avec Rémi, qui s'est passé d'ailleurs dans sa voiture sur une aire d'autoroute, pour résumer, je crois. C'est exactement ça. À chaque fois que j'ai essayé de rentrer en contact avec toi, c'était tout le temps entre 2 trucs professionnels. Et là, j'étais en formation et j'étais dans des bouchons et je me suis dit non, mais là, j'arriverai jamais à temps chez moi. Je vais me garer et on va passer l'entretien comme ça. Et Julien, du coup, lui, c'était aussi par webcam, mais lui, il n'avait pas de webcam. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais je ne voyais pas sa tête. Le problème, c'est que j'ai pas vu sa tête pendant longtemps. On avait même des problèmes avec le son, parce que ça répétait le son, et puis il y avait des problèmes de réseau. Mais visiblement, j'ai quand même réussi, avec rien que ma voix, à te convaincre. C'est vrai. C'est vrai que tu avais une belle voix, mais je savais pas encore que tu avais une barbe. Et donc, du coup, après, une fois que tout ça a été passé, j'ai convoqué plusieurs personnes pour des entretiens définitifs en réel. Et donc, j'avais vu Rémi à ce moment-là, j'avais vu Julien, et Julien, il avait encore un masque. J'ai dû me baser vraiment que sur la voix et ses yeux. D'ailleurs, justement, puisqu'on en parle, à quoi ressemble-t-il peut-être déjà, tiens, Rémi, tu peux venir et te présenter en 2-2. Hey. Bonjour, je m'appelle Rémi, on s'est déjà vu dans le premier vlog de la chaîne du Kundar et voilà, j'ai été embauché à la base. Tu as l'air nain, t'as un nain, essaye de bien te dresser. Non. Voilà, c'est beaucoup mieux, ouais. C'est bon, je suis pas un nain. Et donc à la base, j'étais embauché pour le projet Matrice et maintenant vous avez vu tout ce que je fais sur les autres vidéos du vlog. Et du coup, toi, c'était quoi tes compétences en 2-2 au début? C'est surtout centré sur tout ce qui est impression 3D. C'est à la base là-dessus que Chris a jugé mes compétences et surtout le fait de pouvoir me débrouiller
avec des logiciels, avec n'importe quoi en fait, et mon côté très créatif. Et donc le deuxième barbu, celui qui nous a caché son visage pendant beaucoup trop longtemps. Et enfin, il se révèle au grand jour. Bah, enchanté, moi c'est Julien, j'ai 23 ans. Tu viens d'où, Julien? Je viens de Strasbourg, moi, Et de pourquoi base. tu viens ici du coup aujourd'hui? Ici, c'est aujourd'hui. pas le cadre de cette vidéo. On déborde. Du coup, Julien, pourquoi je t'avais recruté concrètement? Et ben en fait parce que moi j'ai un profil assez technique. Je viens de l'industrialisation. Donc moi mes compétences elles se situent plutôt dans la partie indus. Ça veut dire que dans comment on va fabriquer le projet. Donc comment on va lancer les machines qui vont fabriquer ce projet. L'idée avec ce projet là c'était d'étendre mes compétences et du coup de participer aussi à la réalisation du projet puis à son industrialisation. Et moi mes spécialités c'est plus dans la plasturgie, ce qui convenait particulièrement au projet Matrice puisque c'était un projet entièrement en plastique. Du coup, merci les gars. Et donc, à quoi sert cette vidéo concrètement? Vous montrer en fait toutes les galères qu'il y a pu y avoir en fait pour la création de ce projet, voir le déroulement aussi complet. L'idée, c'est de ne rien vous cacher. Du coup, vous voyez, à la toute fin, le projet Matrice / Minecraft, du coup, ressemblait à ça. Donc, quelque chose qui ressemble en effet plutôt pas mal à un truc qu'on pourrait imaginer pour du Minecraft. Et on est passé par plein d'étapes justement avant d'en arriver là. Au tout début, du coup, les cubes que je leur ai montré, c'était ça. Alors ça, c'était un cube en carton, en papier que je leur avais fait pour leur montrer en fait la faisabilité du projet. Déjà, le projet, c'était du plastoc. Tout était en plastique. En l'occurrence, c'était de l'ABS, donc c'est comme ça que sont faits les Lego. Et il y avait une faisabilité de pouvoir recycler, qu'il y a un aspect écolo, c'est-à-dire que l'ABS, ça se recycle quand même assez bien. Il suffisait juste après d'imaginer si le projet marchait de faire des centres de tri où les gens ramenaient en fait leurs jouets, et donc du coup ça se recyclait presque sans fin, et donc du coup il n'y avait pas forcément d'aspect pollution comme il peut y avoir avec le plastique. Voilà. En théorie, c'était censé pouvoir fonctionner. Et surtout en fait ces cubes, là on s'en rend pas forcément compte. Il se trouve que la forme du coup du cube fait qu'on pouvait l'emboîter dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que le cube, tu peux le tourner comme ça, et du coup tu pouvais l'imbriquer sur un autre cube. Bah du coup cette notion en fait de pouvoir emboîter les cubes les uns dans les autres, en fait c'était quelque chose qui était assez important en fait pour le projet. Julien notamment, toi tu avais la lourde tâche de faire en sorte que techniquement ça soit faisable et réalistement aussi, et vous verrez en fait pourquoi il y avait plein de galères qui étaient un peu difficiles à prévoir en amont et qu'on a vu au fur et à mesure. Mon objectif, c'était vraiment de partir avec ce truc Matrice, un truc vraiment ambitieux. L'objectif, un peu inavoué, c'était de pouvoir concurrencer, Inch'Allah, un jour, Ikea. Tu achetais en fait des packs de cubes, et donc du coup, avec ces packs de cubes, tu pouvais faire un peu toutes les formes. C'était ça, en fait, qu'on pourchassait. Au tout début, quand Julien est arrivé, tu te souviens, c'est les premières tâches que tu avais? Au tout début, j'avais pour première tâche de dégrossir en fait le projet. Donc on prenait l'idée papier ou l'idée dans la tête de Chris, et l'idée c'était de la sortir de sa tête et de créer des documents ou créer du coup une liste de toutes les fonctions que devait donc créer un cahier des charges en fait. C'est toutes les fonctions que doit réaliser ce projet. Qu'est-ce qu'il est impératif que réalise ce projet? Pourquoi il existe, à quoi il sert, à qui, pourquoi, dans quel but, combien ça doit nous coûter, toutes les fonctions afin de créer après une sorte de potion et un objet qui répond à toutes ces questions donc qu'on aurait posées à ce projet et tous les impératifs qu'on a par rapport au projet. Moi j'étais arrivé un mois après toi je crois, et en fait on s'était posé à un moment tous les deux pour pouvoir moi rattraper un petit peu le savoir de Julien sur le projet, tout ce qu'il avait réussi à te faire sortir comme information. On s'était posé pour faire le cahier des charges, et en fait on a eu une première réunion tous les trois où on a voulu te présenter le cahier des charges et les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, et en fait je me souviens très bien, t'as fait mais ça sert à quoi ça? Et je t'ai dit mais c'est le cahier des charges, et t'as fait ah non, on n'a pas besoin, on sait très bien où on va. Mais nous, on sait pas où on va. C'était très difficile. C'est ton idée dans ta tête et il faut la sortir pour nous qu'on puisse la comprendre, l'exprimer. Et... Effectivement. Alors du coup, ils n'étaient pas arrivés sans rien non plus. Il y avait quand même un document sur lequel vous pouviez vous vrai. baser. Oui. Après, du coup, il manquait peut-être d'aspects plus techniques ou plus précis. Et donc, du coup, Julien, t'étais parti dans ce sens-là, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'était vraiment de définir une solution réelle à chacune de tes fonctions principales. Le cube, il devait être, et là, on rentre un peu quand même dans les détails, mais il devait être imprimé, pas avec une imprimante 3D, mais du coup en moulage 3D, c'est-à-dire du coup en très grande série. Alors deuxième point, on a eu beaucoup de mal à te faire dire injection, pardon. Pardon, autant pour moi. Ils ont fait une grimace bizarre. Non, autant pour moi. C'est de l'injection plastique. En gros, vous voyez, pour reprendre l'exemple, les Lego, ils sont faits en millions d'exemplaires. C'est de l'injection, c'est-à-dire que du coup, il y a des sortes de gros moules où on balance du plastique fondu dedans, ensuite ça sèche et du coup, ça fait le Lego. Là, c'était la même idée. Il fallait qu'avec ces petits cubes, on puisse les faire en millions de séries, du coup, dans l'idéal. Sinon, c'était pas viable comme projet. Donc, voilà, finalement, donc au début, on avait ce petit truc. Il y avait plusieurs versions. On avait ça aussi. Et puis après, il y a eu des petits tests avec des cubes imprimés, tout basiquement. L'idée, c'était d'avoir des sortes de petits creux, vous voyez, des petites bosses, et les creux rentraient dans les bosses. Et du coup, en faisant ça, vous pouviez avoir
bah du coup 2 cubes qui s'imbriquaient. Et du coup au bout d'un certain temps avec les gars, on a abouti à cette forme. Et vous voyez, cette forme-là, elle était plutôt bien fichue, bien pensée, parce que cette forme fait que du coup si vous avez un autre cube exactement pareil, eh bien il peut s'imbriquer dans tous les sens. Et donc finalement, on a réussi quand même. On a réussi à avoir la forme. C'était celle-là, quoi. Je pense que c'était l'une des plus finalisées, quoi. Je sais pas, après, il y a eu différentes formes par rapport à celle-ci, mais dans le fondement même, on avait cette croix et ces plots qui restaient toujours là. Voilà, il y avait plein de contraintes techniques, donc du coup, mais grosso modo, on avait réussi à obtenir quelque chose avec ça, quoi. On essayait d'aboutir à ça, et on va vous expliquer aussi pourquoi c'était une galère, et qu'est-ce qui a fait que ça nous a un peu rongé les doigts, quoi. C'était pas facile de lier un modèle qui allait être injecté en plastique à un modèle qui allait être imprimé en 3D, parce qu'en fait, comme c'est pas le même processus, il y avait énormément de différences qui se faisaient entre deux. Comme on vous avait dit, du coup, nous, on voulait les faire comme les Lego, donc du coup, avec des grosses machines et en faire en millions de séries. Et là, du coup, on utilisait une imprimante 3D, et l'imprimante 3D peut tout faire. On peut faire des formes vraiment très tordues, mais on peut pas les faire, ces mêmes formes, avec des grosses machines à injection. Voilà, il fallait un peu jongler entre les deux, quoi. Et vous voyez, par exemple, typiquement, un truc un peu bête, c'est que Julien, il essayait de travailler sur le fait que, du coup, déjà, c'était pas une seule pièce, c'était une demi-pièce. Et du coup, ces demi-pièces devaient s'emboîter l'une dans l'autre pour ensuite fusionner et ne former qu'une seule pièce. Donc typiquement là vous voyez 2 petits bouts, et là si j'essayais de les joindre, hop, avec des systèmes de clips, elles se collaient. C'est une contrainte parmi plein d'autres. Ouais, et puis là l'idée, cette pièce-là, elle soit si solide qu'on ne remarque même pas qu'elle était faite en 2 pièces. C'était vraiment alors, ça la complexité. Là c'est pareil. Là on peut la séparer parce que le clip n'est plus là et tu viens de le casser, et que c'est un imprimante 3D, et que du coup c'est pas aussi solide que si on avait injecté, parce que c'était ça aussi la difficulté, c'est ce qu'on imprimait était beaucoup moins solide que si on aurait injecté. Et donc du coup Julien avait aussi pour mission hautement importante de trouver des gens qui pourraient faire en sorte d'imprimer nos petits cubes, quoi. Comment ça du coup ça devenait réel? Il fallait trouver des usines qui soient capables de le faire. C'était déjà une bonne galère, mais il va vous expliquer ça. Du coup, l'idée, c'est que ici, dans nos locaux, on n'était pas capable d'injecter, enfin, on avait rien qui nous permettait d'injecter. Quand bien même on aurait voulu le faire, l'investissement aurait été beaucoup trop élevé dans des toutes nouvelles machines, dans des toutes nouvelles installations pour pouvoir le faire. Donc l'idée, c'est en général de passer par un prestataire de service qui, lui, s'occupe d'injecter ou de travailler pour nous. Donc on lui envoie un modèle 3D ou un modèle plus ou moins fini selon ce qu'il nous demande. Et après, lui s'occupe de toute la partie réalisation et il nous renvoie où on veut, soit en colis, soit comme on le veut. Il nous renvoie les produits finis. Et l'idée, donc, du coup, c'était de rechercher différents prestataires qui répondaient à nos exigences en termes de prix, de qualité de fabrication, de délai de livraison, de technicité. C'est vraiment ça qu'on cherchait. Et du coup, au début, on a commencé par des petits prestataires qui permettaient de faire les 100 premiers produits. Et après, on avait des prestataires beaucoup plus gros dans des pays différents qui permettaient d'avoir des prix compétitifs et un nombre de productions assez grand par rapport à ce qu'on aurait besoin comme tube. Parce qu'il faut imaginer qu'on prévoyait de vendre des tubes qui font 2,5 par 2,5 sur un meuble qui en fait 50. Ça fait plus d'une centaine de tubes sur l'entièreté du meuble. Donc ça demande un volume de tubes qui était énorme. Et l'idée aussi aurait été de pouvoir travailler avec des centre d'accompagnement des personnes à mobilité réduite, permettant ainsi de faire baisser les coûts, puisque finalement c'était des tâches assez simples qu'on demandait à ces personnes-là, et du coup l'environnement aurait été adapté pour eux, on aurait adapté les outils pour eux. Une des manières de faire où on a pensé, qui en France était beaucoup moins cher que de manière traditionnelle. Par exemple, il y avait un truc tout bête, vous voyez là je vous avais montré ce cube-là, et donc là typiquement il était plutôt abouti. Les imprimantes 3D c'est sympa mais c'est pas assez précis, du coup on était passé sur de la résine, c'est beaucoup plus précis, et donc voilà, ça pue, mais au-delà du fait que ça pue, en fait, du coup, c'est très précis et donc, du coup, ça se rapprochait de pas mal, en fait, de ce qu'on aurait voulu au final. Et donc, avec ça, on commençait à avoir des formes assez sympas. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un truc en résine, donc il est légèrement translucide, typiquement, quoi. On avait imprimé tout un tas de cubes et on arrivait à les emboîter les uns dans les autres. Donc, c'était plus ou moins dur. Après, il fallait ajuster un petit peu la dureté, la résistance du truc. Et puis, on pouvait avoir des cubes et on faisait des formes comme ça. On pouvait faire des petits objets. Mais c'est là où on s'est rendu compte aussi un peu des limites de l'idée initiale, c'est-à-dire que tous les cubes peuvent s'emboîter dans tous les sens n'importe comment, c'est qu'on pouvait pas tout faire et qu'il y avait des trucs compliqués. Et ça s'emboîtait facilement un cube dans un autre cube, ouais. Mais dès qu'on rajoutait un troisième cube, ça pouvait le faire, et un quatrième en fait qui venait si on essayait de faire un carré en fait. Comme ça, ouais. À partir de ce moment-là, on était piégé avec la forme complexe qu'on avait. On était quand même coincé par rapport à ça. Il n'y avait pas vraiment de solution, sauf si on remettait en cause complètement la notion dont ces cubes ou alors ces blocs et tout se collaient les uns dans les autres, quoi. Il y avait un truc tout bête, c'est que quand tu prenais 2 tubes et que tu voulais les emprunter entre eux, tu te faisais mal aux mains. Et ça, on n'y avait pas pensé. Mais ces plots font très vite mal aux mains. Et quand même, tu voudrais faire une table, ça te demande de insérer très fortement tous les tubes. Et
Juste ça en fait, c'est tout bête, mais en fait quand on l'avait en papier dans les mains, on le remarquait pas. Mais le fait de l'avoir imprimé et de l'avoir injecté, c'est là qu'on a pu trouver ce genre de détails et se rendre compte, on n'avait pas pensé à tout. Ouais, par exemple, les Lego, c'est aussi ça. Vous voyez, il y a des petits creux avec les bosses. Les fameux plots, en fait, ils sont plus larges, ils sont un peu plus doux, et du coup, c'est plus facile, c'est moins désagréable à placer. Et puis, le Lego, il a pas besoin de servir de table aussi. C'est aussi ça qui est important. Les Lego, c'est juste décoratif. Tu fais pas des objets fonctionnels, quoi, avec. En fait, votre quotidien, vous ressemblait un peu à quoi? Est-ce que c'était comment vous viviez la chose? Il y avait une dizaine de gens qui bossaient sur Poisson Fécond, c'est encore le cas aujourd'hui. Quand vous leur parliez du projet, qu'est-ce qui se passait pour passer un peu? Les autres membres de l'équipe étaient très curieux de ce qu'on faisait et venaient souvent nous voir un petit peu comment, la forme que prenait le projet. Lorsqu'on a réussi à emboîter nos premiers cubes, je me rappelle de Constance qui était la plus heureuse pour nous. Nous, on était vraiment en mode, bon, il y a encore plein de trucs à faire. Et Constance vraiment était en mode, mais les gars, je suis fier de vous. Bon, du coup, oui, au bout de quelques mois, 3-4 mois, le projet avait avancé, pas forcément dans la direction qu'on imaginait, mais du coup, honnêtement, Julien avait avancé sur plein de problèmes techniques et donc il s'était rendu compte de limitations et on partageait ça. Rémi avançait sur les parties du coup imprimantes, on voyait en fait les prototypes, on voyait le projet de plus en plus concret et les problèmes qui parfois devenaient beaucoup plus montagneux et insurmontables. Et c'est ça qui fait que tadada, arrive un moment où justement, au bout de quelques mois, donc du coup, je viens voir les gars et effectivement, avec tous ces problèmes qu'on a, plein de trucs qui font que on se dit, wow, ça va être bien galère en vrai. On peut continuer à bosser dessus, mais on risque de ramer beaucoup plus que ce qui était permis à la base. Du coup, je viens les voir et je leur dis que du coup, faut un petit peu revoir le projet un peu plus dans ses fondements. Donc, ces notions de phase, vous voyez, qui s'emboîtent les unes dans les autres, on peut les mettre de côté peut-être. T'avais soulevé pas mal l'aspect écologique, oui. Et on s'était dit, viens, on les fait en bois, on regarde ce que ça donne, mais en bois on peut pas faire des formes complexes, du coup on va juste faire un cube en bois avec un trou et on y met un tourillon à l'intérieur, quoi. Mais voilà, le bois, je l'avais écarté pendant longuement parce qu'on pouvait pas avoir cette forme complexe que vous voyez là sur la face du cube. Avec le bois, c'était pas possible. En réfléchissant et de retournant le projet dans un autre sens, il y avait quand même la possibilité d'avancer avec le bois. Donc voilà, Rémi, il est parti du coup dans un truc de bricolage. T'as acheté plusieurs tasseaux, t'as fait quelques trous, etc. Et du coup, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Et il se trouve qu'il existait on peut faire avec des perceuses des trous carrés. Si on met des axes en fait dans ce truc, et là du coup en fait on peut verrouiller les formes les unes sur les autres et donc potentiellement créer des objets en fait gros. Donc voilà, on a réfléchi au bois. C'était une excellente passerelle pour se dire, finalement, on est d'accord pour dire que la forme était beaucoup trop complexe, on l'enlève. Et avec quoi on peut réussir à attacher ces blocs avec des aimants. Ce projet bois... C'était peut-être après, à partir de là, où c'est vraiment été le début de la fin, parce que du coup, il a duré 1 semaine ou 2, grand max, et puis voilà, il y a cette fameuse scène que Rémi et Julien se souviennent encore. C'est une scène qui nous a valu des cauchemars pendant des mois. Tu sortais des toilettes avec un papier, une feuille A4, dessiné dessus des croquis vraiment à l'arrache. Tu viens nous voir comme ça, et tu nous as dit, les gars, j'ai la solution à tous nos problèmes. À partir de là, il y a eu un tournant, faire des meubles faciles, un peu comme Ikea, où on fait des objets ou des trucs comme ça fonctionnels, vous voyez. Et à partir de là, après, on a dérivé complètement, enfin, j'ai fait dériver l'équipe sur, du coup, du Minecraft pur. Là, je vous montre le truc le plus abouti qu'on a eu par rapport à ça. Et donc, du coup, on est passé par pas mal de chemins. Ça, c'était sur les 2-3 derniers mois. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Toi et moi, on était vachement emballés par le truc, là où Julien, il commençait un petit peu à décrocher en mode non mais... Enfin, niveau écologie, on a tout flingué là. Mais pour comprendre quand même, parce que du coup, c'est vrai que là, on passe d'un truc qui est pas si... Enfin, ça n'a pas non plus grand-chose à voir avec l'autre. Là, le seul point commun, c'est qu'il y a des cubes, vous voyez. Au début, je vous ai dit, effectivement, il y a ces petits cubes là, on peut les emboîter dans tous les sens. Je suis resté quand même sur cette idée, moi. Je me dis, ok, mais on peut faire comment? Et là, effectivement, est arrivé le moment avec les aimants. Avec les aimants, ouais. Mais les aimants, peut-être que quand on les met d'une certaine façon, on peut les emboîter les uns dans les autres. Et du coup, que ça se colle. Et du coup, si on peut coller toutes les formes qu'on veut, on peut refaire Minecraft dans la vraie vie. Et ça, c'était génial. C'est incroyable, mec. Celui-là, en fait, avec le bois, il était cool, mais dans l'état actuel, on pouvait rien faire. Donc, soit on arrêtait tout, soit on réfléchissait, on faisait ce qu'on appelle un pivot. Et du coup, on voyait le projet sous un angle assez différent. C'est ce qui a été fait. On a pivoté. J'avais trouvé une solution techniquement faisable, du coup,
coup, a priori, en théorie, pour que du coup les cubes avec des aimants puissent s'emboîter les uns dans les autres. Et du coup, comme Minecraft du coup est un jeu quand même ultra populaire, alors moins aujourd'hui que dans le passé, du coup, recréer ça dans la vraie vie, il y avait quand même quelque chose de très fun, quoi. Et même si là, on crée plus des meubles, on crée des jeux, et là, l'idée, c'était vraiment de créer des jeux ou des petits jeux de construction. Vous avez un château fort, vous pouvez le faire, des maisons, des forêts, n'importe quoi, en fait, avec là, que des cubes. Et là, justement, uniquement que des cubes. Et là, on a commencé à perdre Julien, puisque toi, t'avais clairement, du coup, tu connaissais pas Minecraft spécialement. Minecraft et puis, voilà, il y avait la notion aussi d'écologie, parce que là, clairement, logique et utilité, pour moi, est-ce qu'on a vraiment besoin encore une fois, d'encore un millième jouet? C'est des choses qui est très difficile après à recycler parce qu'il faut séparer chacun des matériaux pour pouvoir recycler chacun des matériaux séparément. Parce qu'on ne recycle pas de la même manière les aimants que le plastique. Et encore une fois, même quand même, on mettrait une texture, on sera un troisième matériau. Et du coup, comment on fait pour séparer ces trois produits-là et rendre notre projet écologique, parce que c'était un des points forts qu'on avait voulu lancer dès le début. Je pense que c'était la deuxième fonction, la troisième fonction principale. Et du coup, ça me parlait moins, surtout que l'utilité du projet était à revoir, puisque c'était un peu un projet artistique. On passait d'un projet utile meuble à un projet artistique ludique. Minecraft, voilà, c'était vraiment pour le fun. Il n'y avait pas d'aspect utile. T'allais pas créer une table, t'allais pas créer une étagère pour ranger tes trucs. Là, c'était vraiment construire des petits trucs pour le fun, comme les Lego. En fait, vraiment, on concurrençait plus Ikea, entre guillemets. On essayait de concurrencer plus les Lego, quoi. Et ça, toi, ça te parlait moins? Ouais, ça me parlait un peu moins. Et puis, mais après, c'est pas pour autant que le projet en tant que tel et la recherche autour était pas hyper intéressante. Et je pense que ce qui m'a maintenu la motivation, c'était la recherche autour du projet. En fait, parce que l'idée, c'était que ces aimants puissent s'emboîter en tous les sens, dans toutes les faces, sans avoir de notion de nord et de sud. Pour des aimants néodymes, vous voyez, les aimants néodymes, tout bêtement, c'est les petits aimants gris, vous voyez, qui sont très puissants, qu'on voit un peu partout, en fait. En fait, en théorie, c'était possible. On pouvait avoir des cubes qui s'emboîtaient les uns dans les autres, sauf que, alors vraiment, l'aspect écologique, effectivement, là, on le mettait un peu plus de côté, et du coup, c'était vraiment plus sur le côté pratique. Du coup, on avait trouvé une façon de le faire, mais il faut que ça puisse être imprimé beaucoup, en fait, vous voyez, parce que Minecraft, il y a des milliers, ou je ne sais plus, peut-être des millions de cubes pour faire vraiment des trucs stylés, avoir des millions d'aimants, pouvoir les emboîter les uns dans les autres, et faire en sorte que les cubes, déjà, rien que ça, on puisse les produire de façon pas chère pour les vendre ensuite de façon pas chère. Et bien là, c'était un bordel monstre en fait. Même si on avait une solution théorique sur comment on pouvait faire, etc., les aimants néodymes, ça coûte cher. Il faut qu'on réussisse à acquérir de la connaissance de personnes qui sont déjà dans le milieu, que ce soit pour les aimants ou que ce soit même pour la production d'objets. Et ce qui s'est passé, c'est que tu as lancé un appel à l'aide sur une vidéo qui expliquait un petit peu qu'on allait reprendre la chaîne Kundar, etc. Et tu disais, on a besoin de votre aide aux abonnés sur tel sujet. Oui, c'est ça. Un peu, c'était pas non plus un SOS, mais c'était plus s'il y a des gens un peu qui connaissent la thématique ou alors qui veulent nous partager comment ils ont fait, ça pouvait être intéressant d'avoir un retour. Et ça, c'est aussi un truc très important que j'ai trop sous-estimé. Je connaissais pas des gens qui avaient fait les choses et ça, c'était un truc important. Et là, moi, je l'avais pas fait par rapport déjà au projet Ikea, du coup, avec les cubes en plastique, et je l'avais pas fait non plus pour le truc Minecraft. Ça manquait. Et donc, du coup, finalement, toutes les erreurs par lesquelles on risquait de passer, forcément, on pourrait se les éviter si on connaissait des gens qui étaient déjà passés par là pour faire en sorte que, du coup, on les refasse pas, quoi, vous voyez. Et donc, c'est effectivement ça, comme disait Rémi, du coup, là, cette espèce d'appel à l'aide qu'on a fait un peu trop tardivement, mais qu'on a quand même fait. L'idée, c'est même pas de savoir, non, ton projet, c'est mort, ça marche pas, ou que c'est pas intéressant, ça va pas plaire. C'est vraiment les points techniques. C'était vraiment ça qui est important. Et du coup, en parallèle, alors que Rémi était en train de trouver des gens qui avaient de l'expérience et pour pouvoir discuter avec eux, avec Julien, on s'est dit, il existe une autre technologie pour faire aimanter les choses, ça s'appelle des rubber magnets. En gros, c'est des bandes de caoutchouc avec du coup de la poudre de fer dedans. Et donc ça, quand on la magnétise avec d'autres aimants, et bien du coup, ça devient des aimants eux-mêmes. Ce que vous voyez, tous les petits trucs noirs, c'est du rubber magnet. C'est ce que vous avez par exemple dans vos aimants de frigo. Vous voyez, quand vous les collez, il y a plein d'endroits où il y a des rubber magnets, quoi. Ça a différents types de noms. Et du coup, on est arrivé quand même à faire pas mal de choses intéressantes en vrai. On est allé vraiment assez loin du coup dans la faisabilité, le projet, et on essayait en fait concrètement de remagnétiser ces choses. Oui, en fait, de faire sur chaque surface, de magnétiser certaines parties de la surface en or, certaines parties en sud, de façon à ce qu'il y ait toujours un or qui arrive face à un sud. Et on s'est inspiré du coup d'une sorte de matrice, donc une croix en forme de rosace. Donc on gardait toujours cette rosace finalement, on gardait ce système de rosace. En fait, l'idée c'était de créer une sorte de tampon magnétique qui viendrait magnétiser cette partie de rubber
d'une certaine forme qu'on avait développée en interne et qui aurait permis du coup d'avoir toujours un nord face à un sud dans n'importe quel sens, sur n'importe quelle face. Et donc de revenir au fondamentalement même du projet qu'on avait avec la partie physique, on avait des parties qui s'emboîtaient les unes dans les autres. On revenait aux fondamentaux et finalement on répondait à ce problème. Voilà, c'est encore d'autres détails, mais vous voyez aisément comment ça fonctionne. Le but, c'était que qu'importe comment vous orientez en fait les faces de vos cubes, vous arriviez en fait à retrouver le nord face au sud. On avait trouvé un modèle du coup de magnétisation. Si on réussissait à l'imprimer en fait, vous voyez comme un tampon. Plaque, on tape avec un tampon et on remagnétise du coup nos rubbers, nos bandes noires, vous voyez, pour que du coup elles deviennent magnétiques dans tous les sens. Et c'était possible techniquement. Mais on a fait des tests et du coup on a été confronté encore à d'autres problèmes parce que du coup la magnétisation était par exemple moins forte. Et vous voyez là typiquement ce que j'ai dans les mains, c'est ce qu'on a réussi à faire. On a un cube, on a un deuxième cube et n'importe quel sens dans lequel je le mets, eh bien ça colle. Bon, alors ça colle pas très fort parce que du coup là on était sur des phases de test, vous voyez, mais du coup ça colle dans tous les sens. Donc en fait vous voyez, là on s'est dit ok let's go, on a réussi à le créer ce truc. On a le petit cube. Quel est le problème ? Le problème, c'est que ça, c'est bien, mais ça, on l'a fait à la main, là. Du coup, il y a Rémi avec ses petites mains, il s'est mis à découper des triangles pour les coller, et ça a pris évidemment un temps monstrueux. Et ça, c'est impossible à en faire des milliers, vous imaginez ? Ça coûterait plusieurs euros par cube, ça n'a aucun intérêt, c'est pas possible. On cherchait des fournisseurs, des usines dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez faire ça ? Est-ce que vous savez le faire ? La galère quoi. Du coup, en parallèle, alors que Julien essayait de trouver du coup des contacts dans d'autres usines avec Rémi, du coup de voir comment c'était faisable, eh bien tu as Rémi quand même trouvé des personnes qui avaient de l'expertise. Il y en a deux qui se sont révélés hyper utiles. Il y avait Julien Vogel, qui est le créateur de la montre Pulse de Soundbrainer, une montre pour musiciens. Et il y avait, son surnom c'est Light Draco sur YouTube. Et tous les deux en fait sont des créateurs et ils nous ont beaucoup renseigné pour savoir comment contacter et où contacter des fournisseurs à l'étranger. Et la solution était toute simple, en fait, il fallait contacter des gens sur le site alibaba.com. C'est un site où en fait il y a énormément de fournisseurs étrangers. Pour ça, il fallait rechercher le produit que l'on souhaitait et demander des modifications, faire des devis, voir combien de temps ça prendrait, etc. On a réussi à trouver un fournisseur qui nous plaisait et on a commencé à rentrer un petit peu à échanger et à nous envoyer le prototype. Et du coup voilà, ce prototype c'est celui-là. Vous voyez, c'est quand même vraiment bien abouti. Et là, on arrivait à avoir des bons trucs. Vous voyez, le cube, eh bien, il se colle dans n'importe quel sens. Ils ont même une texture comme on le voulait, très proche en fait du coup du produit final. Et donc, c'était vraiment très cool. Il y avait juste 2 points. Voilà. Vous voyez, c'est parce que les aimants à l'intérieur, ils sont libres. Et donc ça, c'est un peu chiant. Ça fait un petit bruit de sable, c'est désagréable. Donc ça, on essayait de gommer ce problème du coup avec Rémi. Et toi, du coup, Julien, à ce moment-là, t'es arrivé au bout de ton CDD. Et en plus, comme t'étais moins aligné sur le projet, comme tu disais, là, t'avais moins de choses à faire. Parce qu'on travaillait finalement avec des gens qui avaient déjà toutes les solutions techniques d'une certaine manière. C'est là où du coup, on s'est séparés, quoi. Du coup, avec Rémi, donc on arrive à peu près vers la fin, du coup, que techniquement, en fait, toi, tu étais en contact avec du coup ces Asiatiques. Ils nous ont envoyé ça, donc on a eu pas mal de cubes de ce style. On pouvait faire des choses, c'était assez sympa. Mais il y a eu plusieurs choses qui sont entrées à ce moment-là. Vous voyez, la pièce dans laquelle je tourne, c'est la Red Room, donc c'est plus mon vrai studio. Typiquement, tiens, tu peux changer le fond, n'importe lequel. Vous allez voir en live, du coup, en fait, c'est une pièce assez chouette. Tada! Là, ça y est, je suis sur un fond blanc. Là, par exemple, si Rémi change encore, et bien voilà, du coup, je suis encore dans le studio. Vous voyez, en fait, tout ça a demandé pas mal de compétences tactiques. Donc, du coup, Rémi s'est mis dessus pour pouvoir faire en sorte que cette pièce devienne fonctionnelle et que je puisse tourner mes vidéos là-dedans. Et puis, il y avait d'autres projets sur lesquels on était en train de se lancer. Là, on était à un moment, c'était l'été, c'est fin du confinement. Je fais, ouais, yes. Le projet Matrice, du coup, je voyais que ça tombait un peu en désuétude. Moi, j'avais le projet Orion. Donc, projet Orion, c'est le roman augmenté, du coup, avec la campagne Orion, le médaillon d'Orion que j'allais lancer à ce moment-là. J'avais déjà recruté quelques personnes, les Adélaïdes que vous connaissez peut-être. Et donc, ça me demandait de plus en plus de temps. Il y avait la chaîne de vlog aussi qui ouvrait également. C'était les premiers tournages de vlog. Ça tournait beaucoup dans les locaux. Il y avait plein d'idées qui fusaient sur plein de sujets. Et le sujet de projet Matrice était un petit peu mis de côté. Et en plus de ça, le projet Orion, voilà, c'est très bien passé, on a fini notre campagne, on l'a bouclé, et une fois qu'il était terminé, là du coup j'ai recruté d'autres personnes pour un autre projet qui s'appelle le projet Compte, et là où justement, on en reparlera peut-être un peu après, j'ai fait en sorte que toutes les erreurs que j'avais faites sur Matrice, je les refasse pas sur Compte. Le projet Compte, en quelques mots du coup, pour teaser, en gros vous voyez les escape games, vous voyez un jeu de rôle, vous voyez comme une sorte de film interactif, c'est un mélange un peu de tout ça en fait. Là j'ai rencontré plein de personnes en fait qui ont créé des escape games, fait des grands entretiens avec eux, j'ai regardé
par quelle galère ils sont passés, combien ça leur coûtait, etc. Et donc du coup ça m'a permis de m'informer. Là typiquement pour le projet Compte, il y a une chef de projet du coup qui a assuré la chose, alors que finalement nous dans notre problème, j'anticipe un petit peu sur la conclue, mais du coup on n'était que 3 et moi j'étais censé être le chef de projet, mais j'étais pas très présent aussi, donc c'était ça. Ce qui est arrivé, c'est que quelques mois sont passés, et puis là, avec Rémi, alors que toi, Julien, t'étais parti déjà depuis un petit temps, avec Rémi, on s'est posé, on s'est dit, bon, bah, où est-ce que ça en est ? Bah voilà, on a ces cubes, ils sont sympas, mais il y a des modifications. Et du coup, j'ai recontacté le fournisseur pour pouvoir effectuer des modifications. Ouais. Il a été très réactif, à ma grande surprise, et surtout, chose que je ne pensais pas faisable, il m'a envoyé des messages hors boulot, donc il y avait 6 heures de décalage, et genre, il m'envoyait, genre, il est en train de rentrer chez lui, il va manger tel plat, donc je trouvais ça rigolo. Jusqu'au moment où il m'a envoyé un plat, j'ai dit oh bah tiens je vais essayer de le cuisiner, et il m'a dit tu dois être une fille très intelligente, et je lui ai répondu texto dude I'm a guy. Et depuis, il m'a plus jamais répondu. Il t'a nexté quoi. Et il m'a nexté, j'ai jamais... Il a pas supporté que du coup t'aies une barbe, je pense. Ouais. Tout était refroidi, hein, comme je vous l'ai dit. En fait, le projet Matrice, ça faisait un moment que du coup là, on l'avait un peu mis en stand-by. Il y avait Rémi qui est maintenant là, quasiment à temps plein en fait sur le projet Compte, parce qu'il y a plein de taf liés à ça. Moi, je suis sur d'autres trucs. Voilà. En gros, il fallait repartir de zéro. Et là, sachant qu'en plus, avec l'expérience que j'avais vécue avec le médaillon d'Orion, la campagne Ulule, tout le taf énorme qu'il y a derrière, avec des gens à temps plein dessus, je me suis dit, bon, Matrice, c'est une galère depuis le départ. Là, on devait repartir de zéro. Il faudrait plusieurs gens. On n'est même pas sûr que ça puisse aboutir. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, sachant que je suis déjà engagé sur d'autres projets ? Le projet Matrice, il a été quand même assez formateur dans le sens où il nous a aidé dans certains aspects du projet Orion, comme par exemple la création de la figurine de Gustave. Là, avec l'expérience que j'ai pu accumuler, avec les erreurs, les déboires sur lesquels on est passé, les autres projets qui se sont lancés, c'est qu'il y a plein de projets en fait dans la vie, et du coup dans une entreprise, c'est constitué de projets aussi et de problèmes, et c'est juste choisir lesquels on veut assurer. On peut pas se lancer dans tout, sinon il y a un risque que du coup on les rate aussi. Là, le projet Matrice, clairement, même que ce soit ça ou même du coup en version bois, moi je continue à en croire à ces deux projets, et d'ailleurs là on en reparle et ça me fait un pincement au cœur du coup de les abandonner, parce que moi j'y croyais vraiment aussi, et je pense qu'il y a vraiment un potentiel dans les deux. Mais dans les faits, concrètement, il fallait recruter encore d'autres personnes, avoir des locaux spécialisés là-dedans, faire des études, et c'est juste la question, est-ce que j'ai envie de mettre l'argent et les ressources là-dedans ou dans d'autres projets quoi. Ce que je voulais dire, c'est que nous, on a insufflé une idée, on a essayé de la réaliser, et malheureusement, on n'a pas réussi. Peut-être que d'autres parmi vous pourraient y arriver. C'est peut-être ça qui doit rester sur le projet. C'est une idée, et qu'on vous donne, et qu'on vous laisse, et peut-être que l'un de vous réussirait. Et je pense que ce serait vraiment un beau cadeau et une belle satisfaction personnelle que quelqu'un réussisse à finalement concrétiser cette idée. On a dégrossi le truc, et c'est vrai que du coup, quand on se plonge, on se rend compte à quel point il peut y avoir plein de pistes différentes pour aboutir à quelque chose. La réalité est complexe, elle est multiforme finalement. Donc, Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Le projet en lui-même, c'est vrai que ça fait aussi un pincement au cœur de se dire j'ai été embauché pour un projet et finalement il n'a pas abouti tant que ça. Par contre, ce que je retiens, c'est toute l'expérience qu'on a eue, que ce soit Julien, même Chris, sur la gestion de projet, et essayer que tous, chacun de notre côté, on soit plus solide. Par le biais de cette vidéo, montrer ce qu'on a fait peut permettre à d'autres personnes de soit continuer, soit avoir d'autres idées et être inspirés. C'est vrai que finalement, il y a toujours une petite amertume quand quelque chose n'aboutit pas, mais il faut aussi le voir. Moi, je me fais souvent cette réflexion, c'est comme un jeu vidéo où on réussit pas du premier coup, surtout quand le jeu est complexe. Vous voyez Dark Souls, vous voyez ce jeu dur où en fait on doit tuer des monstres ou des trucs comme ça. C'est un jeu où on crève souvent avant d'aboutir à tuer le boss et après au passer au niveau suivant, etc. Et finalement, la vie, c'est un peu comme Dark Souls. Du coup, là, j'ai fait un niveau qui était très différent de ce que je faisais d'habitude. Moi, j'avais l'habitude de tourner sur YouTube et tout, et là, j'étais dans ma zone de confort. J'aurais pu faire un truc qui était proche de YouTube, et ça aurait peut-être probablement eu beaucoup plus de chances de fonctionner, puisque je connaissais les choses. Mais là, je me suis aventuré sur quelque chose de très différent. Et oui, peut-être trop, justement. Et sans prendre vraiment la bonne mesure, en fait, de la complexité de la chose. Et après, comme le disait Julien, c'est vrai que, vraiment, le terme, c'est un post-mortem, du coup, de parler, en fait, de ce projet, comment il n'a pas abouti, pourquoi ça a coincé. Le but, c'est justement, oui, de vous partager l'expérience et de vous montrer aussi que là,
là, on a parlé de plein de problèmes, mais comme on le disait au début, la vie d'un projet, quand on crée une entreprise, c'est des problèmes en fait. On surfe sur les problèmes et quand on les résout pas assez vite, du coup, c'est là où peut-être on coule. Mais c'est toujours plein de problèmes en fait. Là, on a voulu vraiment vous faire rentrer dans les coulisses pour que vous le sachiez. Je pense que vraiment, si on essaye d'aller plus loin, il faudrait interroger aussi toute l'équipe Poisson Fécond qui s'est vue porter, être le pilier financier de tout le projet et que c'était compliqué pour eux aussi. Ouais, c'est ça aussi, c'est que oui, c'est vrai. C'est que la chaîne YouTube Poisson Fécond, du coup, sert, comme elle a toujours servi aussi, du coup, avec l'argent qu'on peut dégager, du coup, à pouvoir booster et à pouvoir lancer en fait des nouveaux projets, quoi. C'est vraiment un truc qui est très important là-dedans. Et donc, voilà, ils savent que du coup, les projets, en fait, quand ils aboutissent pas, ça va être un nouveau qui sera lancé et qui doit essayer, lui, d'aboutir. Donc, actuellement, là, on est sur Orion, sur Comte et tout. Et on verra qu'est-ce qu'il en est. Donc, c'est l'occasion, du coup, les gars, du coup, de vous le dire aussi. Je suis papa. Merci pour le temps que vous avez passé, l'investissement, votre dévouement. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous, du coup, c'était cool. Merci beaucoup. Attendez, hop là. Depuis que tu n'es pas... Non, mais du coup, oui, pour terminer, ça peut être intéressant de savoir ce que chacun du coup d'entre vous fait maintenant. Et donc, on peut commencer par Julien, comme toi, t'étais arrivé le premier sur le projet. Pour commencer, moi je suis quelqu'un qui, même si je viens du milieu technique et j'ai étudié le milieu technique, je change souvent de carrière et je change souvent de travail et j'ai l'habitude de vraiment faire plein de travail différents. Là, actuellement, je suis sur un nouveau projet, donc je suis devenu barista. Je suis expert en café. Et je travaille dans un petit café actuellement. Et donc je sers des cafés avec des belles nuages de lait tous les jours. C'est totalement autre chose, mais ça m'intéresse toujours autant et je m'investirai toujours autant. Et peut-être que dans 6 mois, je reprendrai le technique et je reprendrai la menuiserie ou un autre projet encore. En tant que toujours bidouilleur de l'extrême, là en ce moment je reprends ce pourquoi j'ai fait des études, c'est le développement informatique. Je suis en train de développer des petits logiciels pour améliorer la communication dans l'équipe pour le projet Comte. Bon voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que vous avez été intéressé à suivre en fait tous les coulisses du projet du début jusqu'à sa fin et que ça pourra peut-être vous être utile aussi vous si vous lancez des projets qui soient pro ou perso. Et sur ce, on se retrouve dans d'autres vidéos. Si vous avez aimé, que vous voulez me suggérer d'autres trucs, d'autres coulisses, d'autres focus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, merci beaucoup et on se dit à très vite. Bye.